السيدات والسادة، مرحبا بكم في المنتدى الدولي للسياحة هنا بمدينة مكناس العتيقة. برنامج حافل بالمعطيات بوجود خبراء ذو العيار الثقيل للتجاوب مع الإهانات الحالية والمستقبلية في الميدان السياحي وانخراط الصائب لجميع الفاعلين. خير وبركات للجميع، والله ولي التوفيق. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, honorable et respectueuse assistance, bien le bonjour et un réel plaisir de me retrouver devant une audience aussi relevée pour passer ensemble une après-midi que nous souhaitons, que nous espérons studieuse et riche en contenu et en contenant, afin de donner une valeur ajoutée certaine à notre conférence organisée par l'association Ismaïlia El-Koura, par le conseil préfectoral du tourisme de Meknès et par la délégation régionale du tourisme à Meknès, en partenariat avec la région Fès-Meknès, la préfecture de Meknès, la commune de Meknès, la commune Al-Mishwar-Stinia, la SMIT, l'ADER et le commissariat général du SIAM. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, et de cadre, pour prouver, si besoin est, cet esprit de pérennité, pour inscrire cette manifestation comme un rendez-vous annuel, un rendez-vous incontournable dans l'agenda des décideurs publics et privés. Une thématique qui s'inscrit dans l'ordre des choses et qui répond parfaitement et avec beaucoup d'acuité aux préoccupations des parties prenantes impliquées dans le fait et dans le geste touristique. La thématique étant posée, il est clair et entendu que nous allons nous fixer des objectifs. Ce sont avant tout et surtout des objectifs d'échange fructueux et un débat riche et responsable pour sortir avec les recommandations stratégiques et opérationnelles. À tout objectif, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous supposons un contexte. Et bien ce contexte pour ce forum, et plus précisément pour cette conférence, est un contexte spécifique, parce qu'il est né d'une convention signée en présence de la haute autorité de notre pays, Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie, au mois d'octobre 2018. Bien sûr, tout cela juxtaposé fait qu'automatiquement, nous avons le plaisir, l'honneur et le privilège de faire appel à des intervenants connus et reconnus. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je suis convaincu qu'il faut applaudir très très fort les organisateurs et les partenaires d'avoir fait de cet événement véritablement un moment riche, un moment exceptionnel et un moment exclusif. Sous vos applaudissements, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Comment les choses vont se présenter pour que nous puissions rester véritablement dans la convivialité, la cordialité, mais aussi et surtout la rigueur professionnelle, et que vous puissiez profiter de toutes ces interventions. Elles sont nombreuses, mais elles sont riches. Pour ceci et pour cela, je serai avec C. Amin Halafi, consultant et architecte dans tout ce qui est communication, environnement
et développement durable. C'est Amine, auriez-vous la gentillesse et l'amabilité de me rejoindre sous vos applaudissements. Super, bienvenue Amine. Et nous allons donc aller dans un sens bien spécifique, si vous le permettez. Nous allons donc... il y a cet après-midi un certain nombre d'intervenants qui vont automatiquement parler d'un sujet qui nous interpelle et qui nous intéresse, à savoir la réhabilitation et la valorisation de la médina de Meknès, tout en mettant une problématique en place, à savoir celle automatiquement des enjeux touristiques, mais aussi l'adhésion pleine et parfaite des acteurs. Amine, comment peut-on contextualiser tout cela? Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, plus que jamais, je pense... Tout à fait. Aujourd'hui, plus que jamais, le tourisme fait face à des défis de taille qui dépassent aujourd'hui tout le cloisonnement professionnel, tout le cloisonnement territorial et affectant l'ensemble des maillons de la chaîne de valeur d'un produit touristique de manière globale. L'overtourisme et le surtourisme, la digitalisation, la crise climatique, le changement des circuits de commercialisation et de vente, les nouveaux acteurs qui secouent le business touristique, récemment la chute de Thomas Cook, l'émergence de Airbnb parmi d'autres. Deux options se profilent et devraient faire l'objet d'une prise de décision rapide, mais aussi d'un suivi efficient. C'est comme on dit business as usual. On continue dans le même business, mais qui devrait faire l'objet d'une prise d'une mobilisation de toutes les parties prenantes en réajustant, en retouchant tous les maillons de la chaîne de produits touristiques précis. Ou bien, la deuxième option, c'est un changement de paradigme. Et en composant avec tous les fléaux actuels et en mobilisant tous les acteurs pour que chacun agisse de manière, avec un nouvel élan, avec une nouvelle manière pour impacter l'activité touristique. Cette prise de décision, elle passe par une fédération et une mobilisation des forces vives et des parties prenantes du secteur pour arrêter un cadre stratégique consensuel et de doter d'un plan d'action et d'implémentation réaliste et efficace. Le FITAM constitue la plateforme idéale pour en discuter en tant que think tank du développement du tourisme de Meknès et son arrière-pays. Ce FITAM qui s'est imposé en tant que jalon incontournable dans l'agenda du développement touristique de Meknès et de son arrière-pays. Un positionnement après 3 éditions réussies et dont les recommandations ont pu quand même booster un cadre stratégique qui verse vers un développement touristique structuré, durable et résilient de la destination Meknès. L'évolution naturelle des éditions du FITAM nous a conduit vers un changement de format, pour plus d'échanges et pour plus de participation dans l'ensemble des acteurs, tel que voulu par aussi bien les organisateurs que par les participants dans la 3e édition de l'année dernière. Et c'est justement pour ça que le FITAM, dans sa 4e édition, nous a concocté un programme riche et intense et qui sera réparti en 4 panels. Un premier panel traitera du programme de réhabilitation et de valorisation de la médina de Meknès, mais tourné vers les enjeux touristiques principalement. Un deuxième panel touchera le digital au service de l'attractivité touristique. Un troisième concernera l'exploration du potentiel touristique durable et naturel à travers l'agro-tourisme. Et puis le panel 4, ça sera la formation, le capital humain et le développement des capacités dans le secteur. Le résultat, les travaux et les recommandations de ces 4 panels, bien évidemment, seront synthétisés, seront restitués demain lors d'une séance au panier. Donc finalement, nous changeons de cap, nous changeons de format, et nous orientons pour plus d'efficacité pour construire une destination durable, résiliente, mais aujourd'hui, avec un véritable positionnement différenciateur au sein de l'échiquier aussi bien national qu'international. Merci Amine. Auriez-vous la gentillesse de rester avec moi? D'accord, de les rejoindre. Merci Amine Ahlafi de toutes ces informations qui nous permettent de contextualiser véritablement ce processus de réflexion, bien sûr, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, avec votre pleine participation lors de l'échange et des débats qui suivront. Pour ceci et pour cela, et comme l'a précisé Amine, j'appelle à mes côtés Si Fouad Sagrini Naji, le directeur général de l'Agence pour la dédensification et la réhabilitation de la médina de Fès. S'il vous plaît.
J'appelle également le professeur Abdel-Saad Ben Abdia, enseignant-chercheur à l'Institut supérieur international du tourisme de Tanger. Et Madame Jihan Touzani, qui est la directrice de stratégie à la SMIT, la Société marocaine d'ingénierie du tourisme. Ce seront les premiers intervenants du panel 1. J'appelle également Madame Corinne Cerveau de Goazen, qui nous vient de Bayonne, Pays Basque, et nous remercions la délégation française d'être avec nous. Au même titre que la délégation sénégalaise, mais également nos invités allemands et chinois qui sont avec nous. Et j'appelle également le professeur Hilali Mimoun, qui est le vice-président de l'Association marocaine des experts scientifiques du tourisme. Super. Moi, je pense que vous applaudissez pas assez. Moi, je sens, parce que vous savez qu'il fait un peu froid dans cette salle. Voilà, on va faire une ambiance conviviale. Voilà, on va se détendre, on va apprendre, on va comprendre, et après on va se reprendre tous ensemble pour le bien fondé de cette ville que nous aimons tous, Meknès. Je ne dois pas faire d'erreur avec Fès, sinon si jamais le 16e en voudra pour la vie. Super. Bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est un réel plaisir de vous voir, d'avoir un panel aussi relevé. Le contexte est spécifique. Meknès est véritablement une ville dont le positionnement stratégique et géographique est très très important. Une situation qui est au croisement des grandes critères de communication, un climat alhamdoulilah magnifique, un fort potentiel agricole, 4 zones industrielles et l'agropolis, l'artisanat qui est une composante essentielle de l'activité économique, donc autant d'éléments qui font que Meknès recèle le trésor qui fait de notre ville un véritable creuset culturel et culturel à fort potentiel. Pour commencer, elle va être avec M. Sagrini Fouad Najib, qui va nous expliciter un petit peu le rôle de la terre suite à cette convention et tous les tenants et les aboutissants. Donc la projection sera en langue arabe et puis l'explication sera faite en français, en arabe ou l'arasia pour permettre à nos invités étrangers de suivre en direct et en live et nous les remercions vivement. Si Sagrini lak al-kalima. S'il vous plaît, Régie. Magnifique, voilà. Si vous souhaitez, automatiquement. Merci. S'il vous plaît, merci. C'est ce qu'on appelle les allées du direct. Mais je vous fais confiance, vous n'allez pas nous tenir rigueur pour ce processus. Ça va être lancé dans quelques instants, mais pour ceci étant, on va essayer avec Ami d'aller un peu plus dans les objectifs, le contexte un petit peu par rapport à chaque panel. Comme ça, automatiquement, on va essayer d'aller de l'avant. Ami. Si éventuellement, après les présentations qui nous seront exposées par chacun des panélistes, ce que nous essaierons de faire, c'est de challenger aujourd'hui l'ensemble des panélistes à travers des questions qui vont permettre aujourd'hui à la salle de mieux comprendre aujourd'hui les tenants et les aboutissants de chaque thème, mais également comment est-ce qu'on peut traduire tout ce qui va être dit en mise en tourisme pour la destination de Meknès.
On fera cet exercice à la fin de chacun des panels, et puis comme ça, on arrivera tous à suivre et à s'imprégner aujourd'hui des informations auxquelles on sera amené à répondre. Ça, c'est par rapport à tous les objectifs. Voilà. Donc, par rapport au processus du panel 1, quels sont les éléments sur lesquels nous allons focuser à travers les différents intervenants? Nous allons mettre le focus plus sur le travail de la réhabilitation et de la valorisation aujourd'hui du potentiel touristique de la Médina en tant qu'élément phare, qui peut constituer aujourd'hui le porte-drapeau de la destination Meknès. Nous allons voir comment éventuellement se construit l'attractivité d'une destination culturelle avec la présentation qui sera faite par Mme Touzani. Nous allons également voir quel est le rôle aujourd'hui de la valorisation et de la réhabilitation pour mettre en valeur le patrimoine du Médina à travers l'exemple de Meknès, bien sûr, mais aussi à travers des leçons de la Médina de Fès, puisque la terre a travaillé énormément sur la Médina de Fès. Et puis nous clôturons aussi avec l'impact de l'humain. L'humain est au cœur de tout. Et comment est-ce que l'humain pourrait s'approprier aujourd'hui l'activité touristique, la valorisation du patrimoine pour construire la destination. Et comme ça, on aura fait un peu le tour de la valorisation de la Médina de Meknès, sa mise au tourisme pour que Meknès devienne une véritable destination. Donc c'est un véritable 360 degrés qui nous permettra véritablement de rester dans la thématique et de répondre à la problématique. S'il faut être, on va le faire dans le live, dans le côté naturel, et vous qui êtes un homme de science, un homme que nous connaissons tous, c'est peut-être parce qu'ils ne vous ont pas assez applaudi que vous êtes arrivés, d'accord? Donc je vais vous donner le micro et nous allons, prenez place si vous le souhaitez et essayez avant que la technique suive. La technique est une très très belle chose, mais il n'y a pas mieux que l'humain dans le live, et ça répond au vœu de l'ami qui voulait qu'on évite les PowerPoint. Alors, s'il faut être, qu'en est-il? Quels sont les tenants et les aboutissants, s'il vous plaît? Micro. Tout d'abord, je remercie les organisateurs de ce forum qui m'ont invité et honoré pour participer à travers une intervention sur la Médina de Meknès pour montrer un petit peu le programme qui est en cours aujourd'hui, qui a été décidé devant Sa Majesté le dialogue global. Ce programme, dont la DFS a été chargée de réaliser toutes les étapes, on a vraiment été très honorés par cela, parce que la DFS maintenant est là plus de presque 40 ans d'existence. On a accumulé une certaine expertise, une certaine expérience durant tout ce temps-là. Ça nous a coûté beaucoup de temps, peut-être beaucoup d'expérience, certaines très réussies, d'autres moins. Ce qui fait que le fait d'appeler la DFS pour soutenir la Médina de Meknès dans son processus et dans la réalisation de sa Médina, c'est une confiance qui nous est accordée et on voudrait vraiment on espère être à la hauteur de cette confiance. Je tiens à remercier tout d'abord les autorités locales, les élus et toutes les instances qui ont préparé tout ce programme-là, parce qu'avant sa signature officielle, il y a eu beaucoup d'efforts de la part de beaucoup de partenaires. Au niveau de beaucoup de ministères, c'est la culture, l'habitat,
en plus bien sûr des autorités locales, etc. Donc il y a eu une certaine conception, un certain montage très intégré de projets pour pouvoir faire de la Médina de Fès vraiment un levier qui permettrait de participer au développement socio-économique de la ville de Meknès et de cette région. Le thème qui est évoqué aujourd'hui, le thème du tourisme, un thème très important. Nous savons très bien que la ville de Meknès est déjà labellisée pour être une ville par excellence d'activité agronomique. Et le salon, le SIAM, le montre de plus en plus. Mais il n'y a pas que cela. Il y a des industries, il y a beaucoup d'activités, beaucoup de potentiel dans cette ville. Mais sur le plan, je dirais, culturel, elle a une Médina qui est considérée comme l'une des 4 villes impériales du royaume du Maroc. Et c'est très important. Une Médina, il faut le dire, qui n'est pas comme les autres. Le sultan Alaoui, Moulay Ismaïl, qui a régné pendant 54 ans, donc il a eu l'opportunité de pouvoir réaliser ses rêves, réaliser ses conceptions, être en concurrence même avec des villes peut-être européennes, avoir cette ambition-là. Donc, durant 54 ans de règne, il a pu réaliser des choses extraordinaires. C'est pour ça que ce patrimoine de Meknès, c'est un patrimoine très particulier, par son monumentalisme qui est unique en Maroc. Quand on voit par exemple les Souani, une structure architecturale étalée sur près de 3 hectares, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand on voit le grand bassin, quand on voit la prison de Tara et le palais Mousson, etc. On continuera comme ça, c'est vrai que c'est une épreuve, mais on continuera comme ça. Donc c'est un patrimoine très particulier et il faut le prendre ainsi pour l'intégrer dans une vision de développement et qui puisse le fructifier. La question du patrimoine n'est pas aujourd'hui un luxe. C'est certainement d'abord une nécessité d'engagement envers l'humanité tout entière, envers l'histoire, envers la civilisation et envers la population qui habite ces Médinas. Nous avons des Médinas qui ne sont pas des Médinas qui sont vides, c'est des Médinas qui sont habités. C'est une population qui est le garant de la perpétuité de ce patrimoine, parce qu'elle continue à consommer ces espaces, à utiliser les lieux de culte, utiliser les lieux de commerce, utiliser les ruelles, etc. Donc c'est un patrimoine qui est vivant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la politique de l'État marocain, sous la houlette de Sa Majesté le roi Mohammed VI, donne de plus en plus une portée importante, une projection importante de ces Médinas dans le développement de manière générale. Récemment, on sait que, sous la houlette de Sa Majesté le roi Mohammed VI, il y a eu 8 Médinas qui ont connu des conventions telles que Rabat, Fès, Meknès, Marrakech, Casablanca, Salé, Essaouira et Tétouan, pour un investissement global qui dépasse les 4 milliards de dirhams. C'est quelque chose de première au Maroc, qu'il y ait un intérêt aussi important de la part de l'État marocain et la participation aussi de tous les départements concernés pour pouvoir mettre à niveau ces Médinas et les remettre dans le cycle économique pour qu'elles puissent jouer leur rôle pleinement dans le développement. Dans ce contexte-là, la Médina de Meknès a eu sa part, je pourrais dire, pas pour la première fois, mais quand même pour une fois qui est consistante. C'est 800 millions de dirhams pour un projet très intégré, très diversifié, qui permet
d'allier les questions patrimoniales aux questions de développement et aux questions des activités économiques et sociales. Alors ce projet a été signé le 22 octobre 2018 à Marrakech. Comme je disais tout à l'heure, il a pu être monté grâce au professionnalisme des instances locales qui ont travaillé là-dessus. C'est un travail de longue haleine qui a pu être accepté et vu par les instances centrales et même apprécié parce qu'il donne une certaine portée importante au niveau du développement. Alors, le projet dont l'investissement global est de 800 millions de dirhams est organisé selon 3 axes. Le premier axe, il concerne la réhabilitation et la restauration du patrimoine bâti historique. Et là, ça concerne 4 grands palais, lesquels ils prennent à eux seuls un pourcentage de 45% du budget global de la Convention, soit 369 millions de dirhams. Les portes historiques, nous savons que les structures de murailles, les structures défensives et les structures d'accès à la Médina sont très importantes pour cette ville, pour laquelle il y a à peu près plus de 40 km de murailles. Et là, on voit bien que Moulay Ismaïl, il ne faisait pas de la planification sur papier, il faisait de la planification réelle sur le terrain. Donc, il mettait les murailles, il les projetait, il les construisait en vue d'urbaniser, en vue de développer l'urbain et de développer la ville sur des étendues extraordinaires. Il y a aussi la restauration de ce programme des murailles historiques. Sur les 40 km de murailles, on a choisi les tronçons les plus importants et les plus dégradés sur 12 km avec un coût qui est consacré de 46 millions de dirhams. Les deux places, les grandes places Sahed Bouhdim et la place Mansour, et aussi les mosquées et les médias avec les bourses et les 8 fontaines. Alors l'ensemble de ce premier axe qui contient un bon nombre de monuments très diversifiés totalise un montant global de 594 millions de dirhams. Le deuxième axe, il concerne l'amélioration du stationnement autour de la Médina et dans les limites de la Médina. Ceci, c'est certainement pour des questions, je dirais, économiques, des questions de développement. On dit que sans les parkings, il n'y a pas de business. C'est pour cela que la question de la capacité d'avoir des stationnements autour de la Médina pour pouvoir recevoir les visiteurs, les touristes et toute personne qui voudrait visiter la Médina. On finit par y arriver. Voilà, merci beaucoup. Merci à Gilles d'avoir été véritablement heureux et le filon du bonheur de la ville de Meknès. Parce que si Jamel allait m'en vouloir, merci Jamel de ta patience. Voilà, si Fouad, à vous la parole. Donc je continue, c'était une épreuve de savoir est-ce que je suis copieur ou bien quelqu'un qui a quelque chose à dire. Très bien. Alors donc, on continue sur ce qu'on disait tout à l'heure. Donc là, cette image nous montre quand même l'ampleur de ce patrimoine très riche et très diversifié, et pour lequel nous avons de grandes responsabilités, non seulement de le conserver, mais de l'intégrer dans le processus économique et le processus de développement. On se rappelle la signature de la Convention de Sa Majesté en 2018. L'ampleur du patrimoine de Meknès, il y a d'abord le grand territoire qui est sur à peu près 700 hectares. C'est la partie qui est classée patrimoine mondial depuis 1996. Bientôt maintenant, c'est 23 ans de classement. Je crois que les responsables sont en train de réfléchir certainement sur la commémoration d'un quart de siècle d'ici 2 ans sur l'inscription au classement de la Médina de Meknès sur le patrimoine mondial. Donc, c'est la partie, je dirais,
de la Médina de Meknès, y compris la ville impériale et la ville royale. Bien sûr, sur le plan historique, c'est une Médina qui remonte au temps des Almoravides. Nous avons dans la Médina de Meknès encore de traces de la période almoravide, de la période bérénite, et bien sûr la grande partie des monuments qui remontent à l'époque alawite depuis Moulay Ismaïl. Donc là, c'est les trois axes dont j'ai parlé tout à l'heure. J'ai déjà passé en revue le premier axe. Le deuxième axe qui concerne les parkings autour de la Médina, et le troisième qui concerne l'attractivité touristique et économique. Sachant bien que, je disais tout à l'heure, les investissements, les grands montants d'investissement qui sont aujourd'hui destinés à ces villes-là, plus de 4 milliards pour les 8 villes, aujourd'hui pour Meknès, je considère que c'est une première étape pour 800 millions de dirhams, soit à peu près de 1 milliard de dirhams, avec les petits projets qui sont à droite et à gauche. Et là, il faut dire que l'investissement dans le patrimoine n'est pas un investissement à fond perdu. Toutes les études qui ont été menées par des instances internationales spécialisées ont montré qu'il y a un taux de retour économique de l'investissement dans le patrimoine entre 13 et 17%. Donc, quand on investit, ça fait valoriser les lieux, ça fait apporter d'autres activités, ça fait encourager le secteur public pour qu'il investisse lui aussi dans le patrimoine à travers des projets rentables financièrement. Donc, pour le troisième axe, qui concerne la réhabilitation des fonds qui ont des capacités importantes de résorber le chômage, de créer du travail, de créer des occasions de travail pour les artisans. L'organisation ou bien l'aménagement de circuits touristiques, il s'agit de 4 circuits à organiser dans la Médina de Meknès, et puis des équipements de proximité. Pour le premier axe, il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, les palais et les grands monuments, les portails historiques, les murailles, les places historiques, les mosquées et les médiasas, et puis les grands bourses qui font la fierté de cette ville historique, en plus des 8 fontaines historiques les plus célèbres. Là, nous avons des images avec Rance sur les grands monuments. Vous voyez un petit peu ici la grande monumentalité de ces lieux. Quand on voit le gris Iswani étalé sur 3 hectares, maintenant le projet est en cours de lancement par rapport aux études. Nous imaginons bien que si ces structures-là fonctionnent, et on va parler un petit peu du fonctionnement, ne serait-ce que ça pourrait drainer un monde fou pour la Médina de Meknès, et ça pourrait être des espaces et des lieux d'organisation de beaucoup d'événements le long de toute l'année. Pour ça, on sort aussi, c'est une structure très importante, la prison de Para, de même, dans des structures en interne à l'intérieur qui sont très intéressantes. Les portails, un bon nombre de portails sont maintenant dans ce programme pour un budget global de 66,5 millions de dirhams, et qui sont maintenant, on va commencer très bientôt avant la fin de l'année par un premier nombre, un premier paquet de portails qui seront dont les travaux commenceront pour la restauration. Comme Bab el-Griyir, qui est un portail extraordinaire, Bab el-Khmis, la célèbre porte de Bab el-Nsor qu'on trouve sur toutes les bouteilles d'huile d'olive, Borj Bni Mohamed, Borj Kishar, c'est un borj à un pont, c'est une porte et un pont en même temps, et puis Bab Raïs, juste dans le palais royal, et menant vers l'idée. J'ai parlé tout à l'heure des murailles historiques de 12 km, avec un budget global de 56 millions de dirhams. La diversité de ces murailles, la diversité on entend sur les formes et sur les dimensions. Nous avons des dimensions des murailles parfois qui arrivent à 2,50 m, 3 mètres de largeur, mais on a aussi été surpris par des murailles dont la largeur atteint les 11 mètres. Et là, c'est les murailles de Jaffa qui mènent du cimetière juif jusqu'à Sahel al-Din. Et tout ça, ce sont des lieux qui sont à exploiter, à mouiller, à traduire en termes de visite, en termes d'activité touristique et par la suite d'activité économique.
historique de Meknès, à savoir Sahat al-Din, et pour laquelle on n'a pas droit à l'erreur parce que cette place a été à plusieurs reprises aménagée et on sait que beaucoup d'aménagements ont été vus et revus, etc. On ne vous cache pas que dernièrement, nous avons lancé une consultation architecturale, une sorte de concours. Les propositions qu'on avait reçues, on ne voulait pas les assumer. Il était facile de dire allons vite, et puis faisons le job, mais non, on est en train de faire des choses dans un tissu historique qui vont rester pour l'histoire, on doit les assumer ensemble. C'est pour cela que je remercie de ce lieu-là, toutes les commissions qui travaillent avec nous, au niveau de la préfecture de Meknès, des élus, des départements ministériels. C'est difficile de citer tout le monde, parce qu'ils sont très vigilants sur les aspects de qualité de ces espaces. Donc aujourd'hui, on va relancer Sahat al-Din parce que les propositions qui nous ont été déposées ne sont pas à la hauteur des aspirations et de ce patrimoine très riche. Bien sûr, aussi la place de Mouchor. Donc cette place, la place de Mouchor, qui est assez avancée au niveau de conception. La conception qui a été donnée déjà, elle est assez satisfaisante. Les mosquées et les médecins historiques, comme je dis de la Laoula, le Madrasa al-Filaliya, le Madrasa al-Ghananiya, pour un budget global de 37 millions de dirhams. Les bourses, nous avons 4 bourses qui sont dans ce programme-là. Bourse Bab Kbish, Bidi Aïcha, Chérifera, Wabab Nara, avec un budget global de 7 millions de dirhams. Les fontaines, 8 fontaines, pour un budget de 2,5 millions de dirhams. Le marché, il est déjà passé, donc on va commencer incessamment dans les jours qui suivent le commencement des travaux sur les 8 fontaines qui connaissent un état de dégradation assez avancé, qui sont la plupart dépourvues de l'eau. Donc on va remettre de l'eau pour que les fontaines jouent leur rôle d'antan et puissent servir et rafraîchir la population et les visiteurs. سقاية الدين، سقاية سبع عنابد، سقاية توتا والجامين، سقاية سيدي قطب العالمين, اللي كلهم الآن toutes ces fontaines-là. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'eau, sauf exception. Donc là, tous les monuments devraient revenir à reprendre leur fonction initiale, surtout que c'est des usages qui sont fonctionnels. Et puis les monuments, à vrai dire, ils devront prendre des fonctions et des usages. On va les discuter tout à l'heure dans l'étude qu'on a lancée pour l'usage et le fonctionnement des monuments. Le deuxième axe concerne les parkings. Il s'agit de 3 parkings en souterrain, 2 en souterrain et en surface. Le parking de Babaha pour 400 places, le parking de Zid al-Abidin et le parking de Rofa, qui est à côté de Rofa Sana'at, la chambre d'artisanat, pour un budget global de 40 millions de dirhams. Certainement, ce budget ne va pas nous suffire. On est en train de voir comment étendre ou bien réaliser des parkings impacts. C'est les 3 parkings concernés, à côté de Sana'at, le parking de Dialha et l'autre parking de Zid al-Abidin. Alors, le troisième axe, c'est renforcer l'attractivité touristique et économique de la Médina, notamment à travers la réhabilitation et la mise à niveau des fonds. ترميم وإعادة توظيف الفنادق الاقتصادية donc الفندق الاقتصادية الحديث, réalisation ou bien aménagement de circuits touristiques dans la Médina, soit dans le tissu historique, et un autour de la Médina, et la réalisation ou bien l'aménagement d'équipements de proximité. Tout cela pour un montant global de 166 millions de dirhams. Le fonds, il s'agit de 7 fonds à réhabiliter, avec une externalité, pour un budget de 46 millions de dirhams. Et là, l'objectif, c'est de réhabiliter ces fonds, leur redonner leur fonction économique liée aux artisans, remettre ces artisans dans de bonnes conditions de travail et valoriser leurs produits, et puis les mettre dans des circuits touristiques pour qu'ils puissent être en contact direct avec leurs clients et les visiteurs et les touristes. Il s'agit de فندق جديد, طلباس, سلطان, النجارين, الزبادي, المولوعين, الى ذلك. Bien sûr, l'état de dégradation est très diversifié, si je peux dire, entre très dégradé, menaçant, ruine, etc. Donc on a commencé les premiers travaux par dégager certains fonds qui étaient sous forme de détritus et de ruines, et les travaux vont commencer, Inch'Allah, soit à la fin de l'année ou bien au début de l'année prochaine,
pour commencer à restaurer ce fronton. Alors, concernant les circuits touristiques, il s'agit de 3 circuits dans le site historique, à savoir dans la ville, la Médina, et puis le Millah Katim, et Dar Kibira, et puis un circuit à l'extérieur, avec bus, pour un budget global de 100 millions de dirhams. Alors là, c'est les 3 circuits, je vois M. Sidé qui se retourne vers moi pour faire rapidement. D'accord. Donc, c'est les 4 circuits, avec les équipements de proximité. Il s'agit d'un centre de réception et عادة بناء وتجهيز reconstruction et équipement du club des femmes d'Abdelawa et وتجهيز مركز بلاد النسوي للمبيعات. Donc le centre des femmes aussi à Mbiat et بناء وتجهيز construction et équipement de la salle des expositions d'Archebel à Krim Khattab. Aujourd'hui, ces équipements sont en cours d'étude et on va pouvoir commencer les travaux dans le premier équipement à partir du début de l'année 2020. Alors, pour terminer, l'état d'avancement de ces projets-là, aujourd'hui, on est avancé sur les études, à savoir que pour les travaux topographiques, il y a 37 sites pour lesquels, sur les 54 pour lesquels les travaux topographiques ont été réalisés. 22 sites pour lesquels les travaux d'architecture ont été réalisés. Bien sûr, on a aussi avancé sur le plan technique avec les bureaux d'études. 38 sites ont connu des études techniques d'ingénierie qui sont en cours, certains sont déjà achevés. Et de même pour les laboratoires, parce que là, on travaille avec les normes, je dirais, requises pour faire de la bonne restauration avec des normes qui sont reconnues par les professionnels. Donc, on fait intervenir les bureaux d'études, les laboratoires, les bureaux de contrôle, les archéologues. C'est une question très importante pour pouvoir respecter les traces de l'historicité de ces lieux-là et aller de l'avant. Aussi, nous avons commencé les travaux dans certains sites, comme je continue sur les études, c'est par exemple la justice, les travaux d'architecte, etc. D'abord cité, d'abord Raïs. Il ne faut pas se fier à ces images-là parce qu'on ne va pas produire ça. On va produire des choses qui respectent l'historicité et qui respectent la vieillesse des lieux. Donc on ne va pas mettre du maquillage, des choses aussi écartantes que cela. Ça, ce n'est que les fausses manœuvres de l'ordinateur et du design. Dabaïs et Fondra Sultan. Et on passe au premier travaux qu'on a lancé, c'est les travaux de la muraille d'Aslani. Ça a été un défi important pour nous pour pouvoir retracer l'aspect esthétique et l'aspect structurel des murailles qui donnent une expression extraordinaire sur la manière de construire à travers des blocs. Et là, c'est les gens du sud, les gens du désert qui maîtrisent parfaitement ces techniques de restauration. Bien sûr, on fait appel à des grands malades, mais aussi alliés à des connaissances d'aujourd'hui, des laboratoires, à des bureaux de contrôle, pour allier cette question de savoir-faire ancestral avec les connaissances d'aujourd'hui, pour aboutir à des choses qui sont acceptables et qui donnent une certaine durabilité. Par exemple, là, vous remarquez que les travaux de restauration de la muraille, ça se fait bloc par bloc pour respecter la manière de mise en œuvre des murailles historiques. Et là, nous avons déjà terminé un bon tronçon de la muraille de Sénèque. Ça vous paraît avoir peut-être des couleurs différentes, mais là, c'est pour des raisons qui sont purement techniques. Mais avec peu de temps, quand il y a l'oxydation, les couleurs se rapprochent très rapidement. Bien sûr, ici, c'est les murailles qui sont très dégradées, notamment dans la partie de la base de la muraille, et qui constitue la partie la plus importante parce que c'est elle qui supporte l'ensemble de l'édifice. Et là, nous sommes dans la muraille du cimetière juif, qu'on a commencé ici. Et je m'arrête peut-être à ce niveau-là. Et d'ici la fin de l'année, Inch'Allah, on sera sur une vingtaine de projets qui seront lancés en chantier parce qu'il faut voir, tous les gens attendent après une année à ce qu'il y ait de la poussière, qu'il y ait des chantiers, qu'il y ait des palissades, etc. On sera sur 4
historiques, deux circuits touristiques et qui vont commencer incessamment. Les entreprises sont désignées, vont être désignées dans quelques jours. Les huit fontaines pour lesquelles nous avons déjà des entreprises, le Madrasa Fidalia pour laquelle on va commencer aussi les travaux avant la fin de l'année, deux broches, Fondak Sultan et Fondak Al-Jaye, et notre rendez-vous, Inch'Allah, dans quelques mois pour voir l'état d'avancement des chantiers. J'ai oublié de parler d'une chose très importante, c'est le lancement d'une étude globale pour étudier le fonctionnement de ce lieu-là. Et là, nous comptons beaucoup sur la société civile, sur des consultations publiques par lesquelles on va avoir, on espère avoir l'avis de toutes les forces de cette ville pour pouvoir utiliser ces monuments dans le bon sens et pouvoir utiliser les espaces dans ce développement touristique et économique. Et je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Sister Rénie Najib Ouad, de cette excellente présentation. Donc, si j'ai bien suivi, donc, il y a un budget conséquent et progressivement, la date butoir serait 2024, 2025, 2023 pour avoir un petit peu véritablement un changement qualitatif et quantitatif dans le paysage de Meknès. Très très bien. Merci pour tous ces enseignements. Encore une fois, mon nom personnel et au nom du comité, nous nous excusons pour ce petit souci technique qui a trouvé solution rapidement. Merci mesdames, mesdemoiselles et messieurs de votre attention, de votre disponibilité, d'avoir suivi avec beaucoup d'attention l'intervention de M. Serrini. Nous allons rester dans cette même dynamique et je me permets d'appeler le professeur Abdelzak Maatia, enseignant-chercheur à l'ISID, consultant en tourisme et en patrimoine, qui va nous entretenir sur un sujet de la haute importance, à savoir automatiquement, si vous le souhaitez, de trouver quelle serait la synergie à développer entre la réhabilitation du patrimoine et la mise en tourisme de l'espace historique de la Médina de Fès. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, sous vos applaudissements, le professeur Abdelzak Maatia. Merci beaucoup. Merci, cher ami. J'ai dit à Fès. J'ai toujours dit, vous savez, dans toutes les conférences que j'ai le plaisir, je vais dire vive Meknès! Wow! Et je me suis juré de ne pas le faire à jamais. Allah yadini. Shaykhna Ismaël. Merci beaucoup. Merci. Je suis encore sous l'émotion, mais vous savez, nous sommes unis de temps Jadoué, Fès, Meknès compris, là, ces jeunes. D'accord, mais fiers d'être à Meknès, et je porte le drapeau de Meknès aujourd'hui. Merci beaucoup de votre sincérité. Allez, Meknès, c'est parti.